Yo, nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, on va parler du grand saut. Ce que j'appelle le grand saut, c'est quand on vit confortablement, que ce soit financièrement, que ce soit avec sa famille, et que tout se passe bien, et que malgré tout, on a cette envie de découvrir autre chose, on a envie de voyager. J'en ai vraiment envie de se plonger dans une nouvelle culture, un nouveau pays. Et comme c'est un projet qui demande plus de force, plus d'investissement, plus de sacrifices, évidemment, on a peur. On a peur parce qu'on se demande, est-ce que je vais retrouver le travail que j'ai? Est-ce que je vais retrouver le niveau de vie que j'ai? Est-ce que les amis que je laisse derrière, je ne vais pas regretter cette vie que j'ai avec eux? Est-ce que c'est une bonne décision de tout plaquer pour aller me retrouver dans un avenir incertain? Parce que bon, c'est ce que c'est. Et c'est cette peur que moi j'appelle la peur du grand saut. Et je veux en parler. Donc en gros, si vous avez envie de venir à Toronto, de vivre à Toronto, et que vous avez cette peur, cette appréhension, vous êtes sur la bonne vidéo et on va en parler juste après ceci. Donc comme je disais, appréhension, peur, j'ai envie d'aller à Toronto, j'ai envie de découvrir l'Amérique du Nord, j'ai envie de parler anglais, mais j'ai peur. J'ai peur de laisser mes amis, j'ai peur d'abandonner ma carrière, j'ai peur de me retrouver dans un environnement où je connais rien ni personne. Bref, est-ce que ça vaut la peine que je fasse ce sacrifice si ça peut me retrouver dans cet environnement? Est-ce que je ne vais pas regretter? Alors oui, oui, vous allez regretter, mais je ne veux pas vous décourager, je ne veux pas vous décourager. Vous n'allez pas regretter tous les jours. Vous allez regretter les jours où vous serez chez vous, que vous serez seul, que vous n'aurez pas de travail, qu'il fera moins 15, moins 20 degrés dehors avec 3 tonnes de neige. Oui, vous allez regretter à ce moment-là. Vous allez aussi regretter, c'est ce qui m'est arrivé, lorsque vous parcourez vos photos, votre téléphone, tout ça, et que vous verrez la vie que vous aviez, et vous vous direz, mais en fait, la vie que j'avais n'est pas si mal que ça. Ça aussi, c'est ce qui m'est arrivé de temps en temps. Et particulièrement hier, lorsque je préparais cette vidéo et que j'ai dû retourner en arrière et me replonger dans mes autres souvenirs pour me rendre compte que, en fait, ma vie n'était pas si mal que ça et que pourquoi je voulais partir. Mais le regret ne dure pas longtemps. C'est un regret temporaire lié à une situation spécifique. Il fait peut-être froid dehors, vous n'avez pas de travail, vos amis vous manquent. Et ça dure pas longtemps. Toronto est une belle ville, Toronto est une ville accueillante, Toronto est une ville ouverte. Il y a tellement de choses à faire, tellement de personnes différentes, de choses à faire à Toronto, que même si le regret monte, il n'aurait jamais très longtemps. En tout cas, c'est mon expérience à moi. Et pour répondre à cette interrogation, oui, il y a des moments de regret, il y a des moments de nostalgie, mais c'est largement compensé par les moments où se dire oui, j'y suis arrivé, je ne le regrette pas. Aujourd'hui, particulièrement, je vais parler de deux aspects de mon voyage à moi et qui peut aussi s'appliquer à vous si vous voulez venir à Toronto. Le premier aspect, c'est la facilité ou la difficulté de trouver un travail qui correspond à vos aspirations parce que, bien sûr, comme j'ai dit au début de la vidéo, si on a une carrière, si on a un travail qu'on aime et qu'on voyage, même si on sait qu'on ne va pas trouver la même chose, on a quand même envie de retrouver ce niveau de vie. Donc, je vais vous raconter mon expérience par rapport à ça. Et le deuxième aspect que je vais développer, si vous avez des enfants, quelles sont les options que Toronto vous propose? Si vous voulez que vos enfants soient francophones, si vous voulez que vos enfants soient plutôt anglophones, quelles sont les options que Toronto propose? Et bien sûr, je me focus uniquement sur Toronto parce que je vis à Toronto et que c'est ce que je connais. Donc, quand je suis arrivé à Toronto, j'étais émerveillé par ce que je voyais. C'était à peu près, c'était mon rêve, c'était l'Amérique du Nord. Et comme vous pouvez le voir, ici, c'est là où j'ai eu mon premier entretien. J'étais juste impressionné par ce que je voyais. J'avais peur de ne pas y arriver. Je sais pas, j'avais des étoiles plein les yeux. Anyway, donc mon premier entretien s'est passé à peu près un mois après mon arrivée et j'ai eu de la chance parce que non seulement j'ai décroché ce boulot, premier entretien, premier boulot, j'ai aussi eu la chance d'avoir un boulot dans mon domaine de travail. Ça n'arrive pas souvent, c'est pour ça que pour moi c'est une chance parce que en parlant plus tard à des collègues avec lesquels j'ai travaillé,
je me suis rendu compte que certains d'entre eux avaient dû commencer à Walmart. Toutes ces personnes sont comme moi diplômées en informatique, mais le premier poste qu'elles ont eu ne correspondait pas forcément à leurs compétences. Donc moi j'ai doublement de la chance. Mais ce qui s'est passé, parce que bon, on va tout le temps gagner, c'est que ce travail était d'un niveau de compétence inférieur au mien, évidemment. Je suis développeur. En France, j'étais développeur base de données. Et quand je suis arrivé à Toronto, il a fallu que j'accepte un poste de développeur Excel. Au niveau des compétences, ce n'est pas exactement la même chose. Excel est un peu plus bas que les bases de données que je faisais. Du coup, évidemment, j'ai gagné moins d'argent. En France, j'étais à peu près à, pour vous donner un ordre de grandeur, en France, j'étais à peu près à 44 000 € par an. Et quand je suis arrivé à Toronto, mon premier travail plafonnait à, je crois, 35 000 € par an, un truc comme ça. Mais je l'ai quand même accepté parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai eu la chance de travailler dans mon domaine, donc je voulais garder cette opportunité-là. Et j'étais content. Mais comme je vous le dis, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et oui, préparez-vous, si vous voulez venir à Toronto, préparez-vous à avoir un travail qui n'est pas dans votre domaine. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est si vous avez un travail qui est dans votre domaine, ce que je vous souhaite, préparez-vous à ce que ce soit un travail moins bien rémunéré que ce que vous faisiez en France, par exemple. Et ça marche pour les professions comme les miennes, qui sont comme la mienne, pardon, informatique, parce que c'est une profession qui n'est pas réglementée. La différence avec les professions réglementées, comme par exemple psychologue, docteur, ingénieur, vous êtes obligé de souscrire à l'ordre de ces professions pour pouvoir exercer au Canada. Et ça peut vouloir dire repasser des examens, ça peut vouloir dire recommencer vraiment à zéro. Et ça peut être parfois très long. Je pense que ça peut prendre jusqu'à 2-3 ans. Bref, ça demande un investissement énorme que beaucoup de gens qui arrivent ici avec ces diplômes ne font pas. Parce que c'est plus simple pour eux d'aller trouver un autre boulot plutôt que de repasser tous ces tests pour redevenir ce qu'ils sont en gros. Si vous voulez, je peux vous faire une vidéo sur la profession réglementée, comment s'y préparer, quelles sont-elles. Si ça vous intéresse, faites-le-moi savoir dans les commentaires en bas. Vous pouvez toujours écrire à mon Instagram et bien sûr, je vous répondrai. Donc voilà ce qui se passe pour le travail. En résumé, pour le travail, vous trouverez un travail. Bien entendu, je parle de post-Covid. Hors Covid, l'économie ici est très dynamique. Le marché du travail est plutôt fluide. Donc, n'ayez pas peur de traverser, de prendre la décision de venir, parce que le travail, vous le trouverez. Vous ne trouverez peut-être pas un travail qui correspond à vos aspirations, mais vous trouverez un travail. Et une fois que vous mettrez le pied sur le marché, le reste se fera automatiquement. Par exemple, moi, entre mon arrivée sur Toronto et 6 ans après, 6 ans après, j'ai pu quadrupler mon salaire. Je suis passé de 30 à 120. Donc, c'est faisable. Il faut s'accrocher et il faut s'accrocher. Donc, voilà pour le travail. Si vous avez d'autres questions, bien entendu, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires. Je serai plus que content de vous répondre. La deuxième chose sur laquelle je voulais parler aujourd'hui, c'était le système scolaire ici, parce qu'il est un peu différent de ceux auxquels nous avons l'habitude. Et si vous avez des enfants, il est peut-être bon de savoir un peu à quoi vous attendre. On va rester en surface. C'est juste pour vous donner une idée générale de comment ça se passe ici. Si bien sûr vous voulez plus de renseignements, comme d'habitude, les commentaires, et je vous répondrai évidemment. En tant que Français, ici on a droit à 3 options. On a le lycée français qui enseigne le programme français comme si on était en France. Et puis on a les conseils scolaires de Toronto. Il y a 2 types de conseils scolaires. Les conseils scolaires francophones qui, comme leur nom l'indique, sont en français. Et les conseils scolaires anglophones qui, comme leur nom l'indique, sont en anglais. On va commencer par le lycée français. C'est le programme français. Comme je vous dis, on enseigne par des enseignants français. Bref, c'est la France. Et c'est très cher. Contrairement à ce qu'on peut penser, on peut penser que c'est gratuit, puisqu'en tout cas, moi, à la base, je pensais que c'était abordable pour les Français, puisque c'est le programme français par les Français pour les Français. En regardant un peu les prix, je me suis rendu compte que les frais annuels, les frais de scolarité annuels, aussi entre 15 et 20 000 $ par an par élève, en fonction de la classe.
Et c'est énorme, c'est beaucoup, c'est cher. Il y a des bourses. Certains élèves, il y a des critères d'attribution de bourse que je ne connais pas, mais je sais que ça existe. Je ne sais pas combien de bourses ils distribuent chaque année, mais je sais que les bourses existent et je sais qu'on peut y avoir accès. Mais je sais que le lycée français est vraiment cher et beaucoup de personnes que je connais n'ont pas mis leurs enfants au lycée français. C'était juste inaccessible pour eux. Mais c'est bon de savoir que ça existe. Si vous avez les moyens, allez-y. Les deux autres options, le conseil scolaire anglophone et le conseil scolaire francophone, se subdivisent en deux autres options. Désolé, ça fait être compliqué, mais en fait c'est simple. Quand on prend le conseil scolaire francophone, on a deux subdivisions. Un conseil scolaire francophone que je qualifierais de laïque et le conseil scolaire francophone catholique. Le conseil scolaire francophone catholique intègre des cours de religion. Vous avez des cours d'éveil à la religion et pour que vos enfants puissent être inscrits dans les écoles appartenant à ce conseil, un des deux parents doit être baptisé. C'est une des conditions et c'est bon à savoir. L'autre conseil scolaire francophone qui s'appelle Viamonde, celui dont je viens de parler s'appelle Mon Avenir. Viamonde, c'est la même chose, c'est des cours en français. C'est pas un programme français, c'est un programme canadien enseigné en français. Et le groupe Viamonde n'est pas religieux. Je pense que c'est ce qu'on appelle l'équivalent, ce serait l'équivalent du système français laïque au Canada. Et ils enseignent aussi en français. Donc, si vous voulez que vos enfants restent dans un système francophone, vous avez accès à ces deux conseils scolaires. Maintenant, on a aussi le conseil scolaire anglophone. Nous avons le TDSB, Toronto District School Board, qui est aussi subdivisé en deux sous-conseils, si vous voulez. Le premier, comme pour le francophone, qui est laïque, qui n'intègre pas d'éducation religieuse, et le deuxième, qui est catholique. Et une autre spécificité des conseils scolaires anglophones est qu'ils proposent ce qu'on appelle l'immersion. L'immersion, c'est permettre à un élève anglophone d'avoir ses cours en français dès la plus tendre enfance, ce qui permet à l'élève de développer l'apprentissage de la langue anglaise de la même manière que l'apprentissage de la langue française. Et j'ai vu des élèves qui ont été à l'école en immersion et les résultats pour moi sont vraiment impressionnants parce que vous avez des Canadiens qui parlent parfaitement anglais et français et qui ont 5, 6, 7 ans et pour moi c'est quelque chose de vraiment bien, c'est quelque chose à développer. Et pour finir, la question que vous vous posez certainement est, dans ce cas, donc, quel est le meilleur conseil à intégrer pour un élève francophone? Personnellement, si votre enfant est jeune, moi, je n'hésiterai pas à le mettre dans un conseil francophone, dans un conseil scolaire francophone. Pourquoi? Parce que on a quand même envie que nos enfants parlent français, parce que tôt ou tard, un jour retourneront en France, et ce serait quand même bien qu'ils puissent discuter avec leur famille. Et le fait d'être dans un conseil scolaire francophone n'empêche pas les enfants d'apprendre l'anglais parce que le reste de la ville est en anglais, la télé est en anglais, les activités sont en anglais. Donc, inévitablement, votre enfant parlera anglais. Mais le fait de le garder dans un conseil scolaire francophone lui permettra aussi de développer son côté français. Je pense que c'est important pour des parents d'élèves français. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions à me les poser, n'hésitez pas à me contacter sur mon Instagram. Je serai très content de vous répondre. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.